et meurtrier. Elle sera représentée par Monsieur Lassad Rachet. Donc, bonjour tout le monde. J'espère limiter Elias Mamlik, sinon là je me chouette. D'accord. Donc, je remercie une fois de plus Scand pour m'avoir invité cette année aussi pour faire une présentation sur le e-business. Et donc, ça commence vraiment à devenir une tradition, c'est-à-dire depuis maintenant 3 ans qu'on organise une manifestation spécifique pour le commerce électronique. Donc en fait, ma présentation concerne, bon c'est vrai qu'on a du mal à la lire au début, Pure Players contre Click et Mortier. Donc en fait, c'est une comparaison entre 2 types d'entreprises qui sont dans le commerce en ligne, et je me suis inspiré d'un récit biblique, David contre Goliath, c'est-à-dire un géant contre un petit homme. Et finalement, c'est-à-dire que finalement, j'aimerais bien un peu vous analyser un peu la situation. C'est que, est-ce que réellement le e-commerce est un combat entre des adversaires de force illégale? Je m'explique. C'est que finalement, est-ce que small is beautiful, c'est-à-dire sur le e-commerce, dans le e-commerce, on doit être jeune et petit, ou bien pour réussir dans le e-commerce, il faut être solide, grand, gros et vieux. Donc en fait, il y a ce qu'on appelle une complémentarité entre les pure players. Ce sont des entreprises dont l'activité est exclusivement menée sur Internet. Ce sont des entreprises qui sont nées avec Internet. On parle notamment de eBay, Google, Amazon, Yahoo. Et en fait, elles ont une stratégie qui est totalement différente de ce qu'on appelle les clics et mortiers, qui sont des entreprises traditionnelles, mais qui ont décidé aussi d'aller sur le web, de faire le virage en ligne. Bien sûr, il y a des mastodontes comme HP, Walmart, Claire, etc. En fait, la question principale, c'est de savoir, est-ce que finalement, les 2 stratégies sont complémentaires, ou bien non, elles sont totalement différentes et complémentaires. Bien sûr, quand on voit un peu l'histoire, c'est que les clics en mortier, bon, au début c'était des sociétés traditionnelles, on les appelait des briques et mortiers, c'est-à-dire ce sont des entreprises qui n'existent pas du tout sur Internet, elles sont traditionnelles, et quand elles ont décidé de virer vers le web, on les a appelées des clics et mortiers. Donc ce sont des entreprises dont l'activité est à la fois sur Internet et dans le monde réel. Donc finalement, Internet est un canal supplémentaire. Donc j'ai dit que j'ai pensé qu'il serait intéressant de faire un petit saut vers le passé pour comprendre un peu l'évolution de ces entreprises dans le web. Donc rappelez-vous, il y a 14 ans, c'était l'euphorie par rapport aux entreprises Internet. Analystes, économistes, médias en tête promettaient moins et merveilles, et on promettait une croissance ininterrompue. Rappelez-vous des sociétés comme Amazon, Yahoo, eBay, où finalement la bourse était un moyen de s'enrichir rapidement, et donc, peu importe le prix, on allait directement vers l'achat et le gain. Juste un petit rappel, la capitalisation boursière des sociétés Internet dépassait la somme de tous les constructeurs automobiles dans le monde. C'est-à-dire les sociétés Internet cotées en bourse de l'époque valaient 3 fois le budget français. Et donc finalement, il y avait une euphorie, la période de l'euphorie, notamment en monde B2C. Et un jour, la machine s'est enrayée, le doute s'est installé, et on a commencé vraiment à douter du potentiel de l'Internet. Le meilleur exemple, la première société, la plus grosse faillite de l'époque, c'était la société Boo.com.
vous, c'était le premier site de vente en ligne, c'était le site de vêtements branchés. Donc, il y a eu donc un doute qui s'est généralisé et on s'est aperçu finalement que les promesses n'ont pas été tenues, Internet de l'époque n'était pas au point, les infrastructures étaient lentes, Internet était lent, et aussi la mentalité n'était pas encore prête. Et bien sûr, il y a eu un effet de contagion qui a touché les autres secteurs, notamment les constructeurs informatiques, les télécoms, etc. Pour expliquer un peu les raisons de l'éclatement de bulle Internet, d'abord, les modèles d'affaires n'étaient pas profitables. C'est qu'il n'y avait pas des modèles d'affaires qui étaient rentables au début, et surtout, ils n'étaient pas du tout viables. D'autres raisons étaient relatives aux sites web qui étaient complexes et mal développés. Les infrastructures étaient mal adaptées. D'ailleurs, par exemple, une des principales raisons d'échec de la société Boo.com, c'était justement qu'ils utilisaient une nouvelle technologie, Flash, et les ordinateurs domestiques n'étaient pas habitués ou ne pouvaient pas justement y accéder. Arrivé trop rapide sur le marché, mauvaise compréhension des défis technologiques et marketing. C'est que il y avait une grande confusion entre les défis technologiques et les défis marketing. Innovation facilement copiable, notamment, par exemple, si on prenait le cas de Amazon, qui a innové beaucoup dans le commerce électronique, la technique du one-click shopping, c'est-à-dire le fait de remplir une fois et après on n'est pas obligé de redonner des informations concernant l'acheteur, c'était des techniques qui étaient facilement copiables. Autre raison, justement, l'entrée des concurrents du offline. C'est que les concurrents du offline, ce qu'on appelle les clics et mortiers, qui ont décidé d'aller sur le web, se sont limités au début à l'observation, ils voyaient ce qui s'est passé, et après, bien sûr, avec leur notoriété, leur savoir-faire dans la logistique, ils sont entrés dans le web. Et donc, bien sûr, elles ont, disons, pris d'immenses parts de marché. L'autre aspect était le manque d'expérience. Le manque d'expérience des entrepreneurs. C'est que, finalement, ces entrepreneurs se concentraient sur le i électronique du e-commerce, mais ils n'avaient pas du tout d'expérience dans le commerce, dans la création d'entreprises. Et bien sûr, l'autre raison, c'est la perte d'investisseurs qui sont devenus de plus en plus craintifs, et ça explique vraiment l'explosion de la bulle Internet, ce qu'on appelle aussi le big crash. La reprise. Donc finalement, quand on le voit, c'est que comme après toute grande transition, donc toutes les transitions commencent par une euphorie, mais aussi toutes les grandes transitions commencent par une euphorie et finissent par un accouchement douloureux. Si on prend le cas, par exemple, en 1890, la bulle ferroviaire n'a pas empêché le développement des chemins de fer, et justement, les chemins de fer, on voit comment il a révolutionné l'industrie et la société. Donc c'est un peu ce qui s'est passé avec Internet. Donc ces pure players, on les appelle aussi les sociétés Internet, on les appelle aussi les dot-com, étaient les premières justement à essayer de se lancer sur le commerce en ligne. Et on voit que grâce à ces pure players, il y a eu de nouveaux métiers, de nouveaux acteurs qui n'existaient pas avant l'ère Internet. Notamment les shopbots, les comparateurs de prix, les sites de rencontres, les achats groupés, le web journalisme. Donc il y a des nouveaux métiers et de nouveaux acteurs qui sont développés grâce à ces sociétés qui étaient souvent jeunes d'ailleurs. Je me suis basé sur une étude qui a été faite par OCC Stratégie. Donc c'est un cabinet spécialisé dans les études. Et ils ont fait une étude sur 30 000 consommateurs dans 9 pays. Et ils ont comparé
600 détaillants dans le monde, détaillants classiques ou bien actifs sur le web. Donc finalement, on trouve Amazon, selon les consommateurs, se classe incontestablement en premier. Donc la deuxième, New Wave Electrical, qui est une société américaine dans l'électroménager, neuvième parce qu'elle est la deuxième pure player, mais neuvième dans toutes les industries. Donc finalement, entre la première place et la neuvième place, il y a 7 entreprises qui sont quand même traditionnelles. Parce qu'on a comparé les sociétés traditionnelles avec les dot-com. Dans le secteur des médias aussi, là, c'est la comparaison entre les 6 sites pure player, c'est-à-dire les sites d'information essentiellement en ligne. On voit par exemple Rue 89 qui se classe au 3e lieu. Encore une fois, grâce aux pure players, les dot-com, il y a eu une progression du e-commerce, notamment avec le développement de nouveaux intermédiaires qui n'existaient pas avant Internet. Ce qu'on appelle aussi les infomédiaires. C'est des intermédiaires d'information. Ils interviennent juste avant la distribution, ou bien juste avant, entre le distributeur et les clients. Par exemple, tout à l'heure, mon collègue a parlé de Kelku, les comparateurs de prix, sont des infomédiaires. Ils interviennent avant le processus d'achat. TripAdvisor, un site très connu, est un infomédiaire. En Tunisie, il y a acombien.com, un site justement, qui intervient juste avant le processus d'achat. Et donc c'est un infomédiaire, c'est-à-dire un intermédiaire d'information. Tout ce qu'on voit le plus souvent, c'est des transactions du B2C. B2C entre une entreprise et un particulier. Sauf qu'il ne faut pas oublier, derrière toute transaction B2C, il y a des transactions B2B, entre entreprises et entreprises. Et c'est pour ça que d'ailleurs, le marché mondial du e-commerce est représenté majoritairement par 80% des échanges. Donc finalement, ce n'est pas en termes de quantité de transactions, mais c'est en termes de volume. Et notamment les pure players se sont positionnés aussi dans le B2B. Sauf que c'est vrai qu'on parle seulement du secteur B2C. Donc quelles sont ces forces de ces pure players, ces sociétés purement virtuelles? D'abord, une bonne connaissance de l'environnement du web. C'est normal, puisque le web, c'est leur principal canal de vente. Donc il y a un effet d'apprentissage qui s'est effectué. Donc généralement, elles ont, disons, la maîtrise du web. Aussi, elles ont une structure flexible. Small is beautiful. Elles s'adaptent facilement. Elles peuvent changer de domaine d'activité facilement. Et donc, il y a moins de structures rigides et complexes. Pas de conflit entre les canaux de distribution. Ça, c'est la principale force des pure players. Si on voit le cas d'école entre HP et Dell, un des problèmes qu'a rencontré HP, c'était la force de négociation des revendeurs. Ceci n'existe pas chez les pure players, étant donné qu'il n'y a pas un effet de cannibalisation entre le réseau classique et le réseau Internet. Troisième aspect, donc c'est un management décentralisé, donc je l'ai dit, et ces pure players avaient l'avantage du premier entrant. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc elles étaient les premières à toucher certains secteurs. Mais bien sûr, c'est un avantage à maintenir parce que finalement, ce sont les sociétés traditionnelles qui vont les imiter en fin de compte. Défi des pure players. Donc, le premier défi, c'est le démarrage d'un membre et son client. Contrairement aux sociétés traditionnelles, ces sociétés ne sont pas du tout connues et donc, dès leur création, elles doivent se développer et se positionner. Il y a un grand problème de notoriété, notamment Amazon au début avait
un problème de démarrage relatif à ce que d'abord le commerce électronique n'était pas encore connu, mais surtout aussi l'entreprise n'était pas du tout connue. Peu de fonds du lancement. Beaucoup de sociétés ont commencé dans des garages. Recherche d'un bon modèle d'affaires. C'est que finalement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on s'est concentré sur la technologie, on se concentrait sur le modèle d'affaires en deuxième lieu. Donc, il fallait trouver le bon modèle d'affaires qui est rentable et viable, mais aussi essayer d'être différent des autres. Et c'était le principal défi de ces entreprises. Et bien sûr, la crédibilité pour le long terme, c'est que réussir à garder la part de marché et surtout fidéliser les clients. Maintenant, par rapport aux clics et mortiers, donc je rappelle, ce sont des entreprises traditionnelles qui ont décidé de vendre en ligne. Elles disposent de points de vente classiques. Ça, c'est la principale force. C'est que déjà, elles sont proches du marché. Elles connaissent le secteur. Elles ont déjà construit une réputation dans le monde physique. Tout le monde connaît Dell, plutôt tout le monde connaît HP, tout le monde connaît Nike, tout le monde connaît Amazon, tout le monde connaît Carrefour. Donc la notoriété n'était pas liée à leurs activités, mais surtout à leurs activités en ligne. Donc leur défi, c'était au moins d'attirer leurs clients traditionnels vers le web. Elles ont eu le temps d'observer l'évolution du e-commerce. Si on voit, même en Tunisie d'ailleurs, si on observe un peu l'évolution du e-commerce, les sociétés traditionnelles les plus connues ont viré vers le web après 4-5 ans par rapport aux sociétés purement virtuelles. Et même leur progression s'est faite selon plusieurs phases. C'est qu'au début, ces entreprises avaient une présence virtuelle qui se limitait à un catalogue en ligne, même pas un catalogue, une présentation d'une entreprise en ligne. Après, en deuxième lieu, on a utilisé le site comme moyen de communication interactive. Le client peut donner son avis, peut interagir. Ce n'est qu'au troisième lieu qu'on a commencé, pour certains sites, à vendre en ligne. Et après, bien sûr, l'étape finale de la immaturité, on appelle immaturité, c'est-à-dire la maturité électronique. Là, on parle de plateformes collaboratives, etc. Donc ces sociétés traditionnelles ont eu plus de temps pour observer et surtout d'apprendre les erreurs des autres sociétés 100% Internet. Elles disposent de ressources financières. Dans la majorité des cas, ce sont des entreprises qui n'ont pas un gros problème d'argent, puisque le développement de stratégies en ligne était soit lié à un budget de communication, soit à un budget relatif au département commercial, ou bien c'était le service informatique qui développait ce site web. Donc il y avait rarement de problème de ressources financières. Autre point, et non le moindre, elles possèdent déjà l'expertise logistique. C'est qu'elles avaient déjà des infrastructures qui étaient déjà prêtes et elles pouvaient se développer notamment en commerce en ligne. Et enfin, elles ont une connaissance approfondie du marché, puisque c'est leur secteur. Donc, elles possédaient déjà un rapport, disons un pouvoir de négociation avec les fournisseurs, avec les clients, avec les différents partenaires. Et donc, elles ne manquaient pas d'expertise au niveau du métier. Mais bien sûr, elles ont donc des objectifs différents des pure players. D'abord, diversifier les canaux de distribution. Donc Internet va être un canal pour diversifier justement la vente. Dans certains cas, ça va être l'amélioration de la compétitivité par rapport au prix. Notamment, elles vont maîtriser les coûts. Donc Internet peut être un canal pour avoir une compétitivité relative au prix. Un troisième objectif pour ces sociétés traditionnelles, c'est de se diversifier géographiquement. C'est que finalement, elles vont essayer d'atteindre certains clients qui n'étaient pas accessibles dans le monde physique. On parle notamment du secteur de l'export.
elles ont aussi la qualité de maîtrise, elles ont comme objectif aussi la maîtrise des coûts. Donc d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, amélioration de la compétitivité des prix, étant donné qu'il y a moins d'intermédiaires, donc le prix va être plus compétitif. Mais au niveau de la maîtrise des coûts, c'est qu'il y a moins de coûts relatifs liés au point de vente classique, il n'y a pas de coûts au mètre carré. Donc dans certains cas, c'est une stratégie pour maîtriser des coûts. Si on prend par exemple le secteur des agences de voyage, c'est que finalement, c'est le client qui prend en charge tout le processus d'achat. C'est lui qui va chercher l'information, c'est lui qui va réserver, c'est lui qui va imprimer son billet d'avion, et dans certains cas, c'est lui-même qui va enregistrer ses bagages. Avec EasyJet, on peut enregistrer notre propre bagage. Et d'ailleurs, on comprend pourquoi le coût du billet devrait être beaucoup moins cher. Un autre objectif, c'est maintenir ou accroître la part de marché. C'est qu'avec Internet, on va cibler des clients qui ne vont pas nécessairement vers le magasin, donc on va essayer de les attirer vers la ligne. Sinon, ils vont aller vers le concurrent. Et enfin, un autre objectif, c'est finalement de résoudre le problème des invendus. Dans certains cas, pour limiter justement les coûts relatifs au stockage, ces entreprises vont résoudre le problème des individus, donc des invendus. Donc finalement, le canal web va permettre de vendre d'autres produits. Bien sûr, donc, il y a beaucoup d'avantages, il y a beaucoup d'objectifs, mais elles aussi, elles ont un grand défi à atteindre. D'abord, une meilleure connaissance de l'environnement du web. Comme ce sont des entreprises traditionnelles, donc le canal web, c'est un nouveau canal pour ces entreprises. C'est pour ça qu'on a besoin de certaines expertises. Une adaptation de leur structure au nouveau canal Internet. Donc ce sont des structures qui sont relativement rigides. Et donc il y a un effort d'adaptation. Il ne suffit pas de faire un site web, de le développer et d'écrire « contactez-nous » par email, et personne ne contacte après le client. Donc il y a vraiment une adaptation qui va se faire au niveau du back-office. Une étude du risque de cannibalisation entre canaux, et ça aussi c'est un grand défi, c'est que dans certains cas, on va dépendre des revendeurs qui ne vont pas voir d'un bon œil justement l'arrivée d'Internet comme canal concurrent. Un repositionnement stratégique par rapport aux pure players, c'est-à-dire ces pure players, ces sociétés 100% Internet qui ont déjà essayé d'aller sur le web, certaines ont réussi. Et là, donc, le défi, c'est de savoir se repositionner par rapport à ces petites entreprises. Donc, il y a beaucoup de stratégies qui ont été adoptées par ces sociétés traditionnelles pour justement éviter, entre autres, la cannibalisation entre réseaux. Une des stratégies, c'est la limitation de la gamme proposée sur le web. C'est-à-dire vendre des produits qui ne se vendent pas dans le magasin. Ou bien se concentrer sur un produit en particulier. Par exemple, Sephora en France a commencé par certains produits qui n'étaient pas encore vendus dans le magasin. Dans certains cas, on peut encourager la commande sur le web, mais le paiement et la livraison se font d'une manière physique, dans le offline. Si je prends le cas, par exemple, aux États-Unis, la société Harley-Davidson permettait à ses clients de commander des pièces détachées, mais la livraison et le paiement se font à travers le réseau traditionnel de distributeurs. Dans d'autres cas, le site est un canal complémentaire pour des clients différents. C'est-à-dire certaines entreprises vont s'arranger avec leurs revendeurs, étant donné que les revendeurs ne sont pas dans certaines régions géographiques, et donc le site va encourager plutôt l'achat en ligne, notamment pour la clientèle export, par exemple. Une autre stratégie, c'est la parité entre les prix. C'est-à-dire qu'au lieu pour encourager justement l'internaute à aller toujours vers le magasin, et ne pas justement tuer le réseau traditionnel, il y a une parité de prix qui s'effectue, et donc on va pas avoir un avantage en termes de prix quand on va commander sur Internet si le revendeur
et dans la région. Et enfin, certaines sociétés vont convaincre leurs revendeurs du fait que le site n'est pas du tout un concurrent, il est au contraire un média d'information et de support pour les clients. Donc certaines entreprises vont d'abord encourager l'utilisation du site comme moyen, utiliser le site comme moyen d'acquisition client, pour acquérir des clients. On va l'informer, on va l'attirer pour qu'il achète. Ça peut être aussi un moyen d'information, mais aussi un moyen pour soutenir le service après-vente, la SAV. Donc finalement, même si le client n'achète pas sur le site, il va de toutes les manières aller vers le site pour le SAV. Notamment, on s'est rendu compte que, par exemple, pour une société canadienne, Hydro-Québec, dans l'électricité, on s'est rendu compte que les foires aux questions en ligne permettaient des économies de 30 à 40% par rapport aux services à la clientèle externe, je veux dire physique. Donc finalement, c'est une coopération qui peut se faire avec les réseaux traditionnels. Un des aspects où vraiment la maîtrise de la stratégie e-business va se développer, c'est justement l'étude des liens entre le virtuel et le physique. C'est que le plus important, c'est de savoir avoir des informations sur le pourcentage de clients qui visitent le magasin et finalisent leur achat en ligne, ou le contraire. Si je prends le cas de la FNAC en France, on s'est rendu compte que les clients qui vont vers le magasin, 40% de ces clients visitent déjà le site avant d'acheter dans le magasin. Si on prend le cas aussi de la presse en ligne, ou plutôt dans le cas du secteur de l'édition, il y a beaucoup de clients, contrairement au cas de la FNAC, qui vont vers le magasin, toucher le produit, toucher le livre, le sentir, et après ils vont aller commander sur Internet. Le même cas se présente dans les compagnies aériennes et les agences de voyage. D'ailleurs en France, maintenant, il y a une grande guerre entre les agences de voyage traditionnelles et les pure players agences de voyage. Pourquoi? Parce que les agences de voyage traditionnelles notent le fait que finalement le client vient uniquement pour changer le billet d'avion. Mais tout le processus d'achat, d'information et de commande se fait donc sur les sites 100%, avec des entreprises 100% Internet. Donc finalement, il y a un va-et-vient qui s'effectue. Hein? Quand on va acheter une voiture, c'est le contraire. Là, on va probablement aller vers des sites de comparateurs. Nous allons peut-être essayer de voir des concessionnaires physiques, mais probablement, en tout cas en Tunisie, le processus d'achat, la commande et le paiement se fait, c'est-à-dire dans nos réseaux physiques. Donc il y a souvent un va-et-vient qui se fait entre le magasin, le site web, mais aussi les catalogues. Donc, une comparaison entre les pure players et les clics et mortiers. Donc, le canal de vente principal pour les pure players, c'est les sites web. Les clics et mortiers, le site web comme canal supplémentaire. Donc, comme c'est un réseau supplémentaire. Au niveau du marketing, donc les compétences générales des pure players vont se concentrer, bien sûr, sur le marketing, mais aussi sur le e-marketing, le web marketing. Alors que les clics et mortiers vont avoir des compétences plutôt multicanales, puisqu'elles vont devoir gérer plusieurs canaux en même temps. La relation client, donc pour les pure players, grande écoute des utilisateurs et intégration opérationnelle des supports web, alors que pour les clics et mortiers, il y aura, étant donné que ce sont deux grandes structures dans la majorité des cas, mise en place de centres de contact pour gérer la relation client par téléphone, courrier électronique, etc. Donc selon la même étude que j'ai citée tout à l'heure, donc ils ont essayé de comparer, ils ont développé un indice de comparaison pour voir un peu par rapport aux clients quel était l'avantage d'aller sur les sites d'entreprises 100% Internet par rapport aux entreprises classiques.
on s'est rendu compte que dans les multi-channel outperform, finalement, l'avantage principal, c'était la confiance. On va sur les sites connus parce qu'on a plus confiance, étant donné qu'on connaît déjà la marque. Aussi, on va aller vers ces sites essentiellement pour leur qualité de service, puisqu'elles connaissent déjà le métier et donc probablement elles maîtrisent toute la chaîne de valeur, donc le service devrait être meilleur. Par contre, pour les sociétés 100% Internet, notamment Amazon, l'avantage principal c'est la compétitivité en termes de prix. On a plus de chances d'avoir un prix moins cher quand on l'achète en ligne. Il y a aussi un effet de mode. C'est que les produits vendus sur certaines plateformes sont, disons, plus à la mode que les autres produits dans les plateformes traditionnelles. Mais le troisième aspect, c'est la tarification. La tarification au niveau de l'achat. Donc finalement, les pure players ont des forces et des faiblesses, et les clics et mortiers ont aussi des forces et des faiblesses. Un autre avantage pour les plateformes 100% Internet, c'est qu'on a plus de choix de produits. C'est qu'un des critères de compétition d'Amazon, c'est la grande variété d'articles vendus. Bien sûr, donc, même si la stratégie est totalement différente, il y a eu une immense vague de rachats. Il y a eu beaucoup de sociétés 100% Internet qui ont été totalement rachetées par des sociétés traditionnelles. Un des cas les plus cités, c'était un peu le champion du commerce en ligne en France, c'est Discount, qui est resté une pure player. Bon, ils ont pensé à un certain moment à lancer une boutique physique, qui a été rachetée par le géant de la grande distribution en France, Casio. Pixmania aussi, c'est un cas d'école. Il a été racheté par Dixon, le britannique, leader mondial de la distribution, leader même plutôt européen. Il a été racheté par Pixmania. C'était aussi un champion du e-commerce en France. Et récemment, en septembre 2013, il a été racheté encore une fois par un groupe allemand. Je crois que vous connaissez aussi le groupe Mythique, qui a été racheté par Match.com aussi, société traditionnelle. Price Minister racheté aussi par le japonais. Rue 89, dans les médias, un site totalement, une entreprise purement 100% Internet, une .com qui a été rachetée par le Nouvel Observateur. Un des rares sites qui a résisté à cette vague de rachat, qui est une pure player, c'est venteprivée.com. Et j'ai lu quelque part que venteprivée.com a acheté le théâtre de Paris. Donc là, on a un va-et-vient entre le physique et le virtuel. Mais c'est vrai que dans la majorité des cas, ce sont des entreprises traditionnelles qui ont fini par acheter des pure players. En fait, sur Internet, tout presque est vendable. Hein? Sauf qu'il y a 3 éléments importants à étudier avant de décider de se lancer dans le commerce en ligne. C'est qu'un bien, il y a une différence d'abord entre un bien et un service, digitalisable ou non digitalisable, c'est-à-dire on peut l'avoir sous format numérique ou non. Et le troisième aspect, est-ce qu'il est durable ou éphémère? Et c'est à partir de ces 3 aspects qu'on va définir le degré d'informatisation de la relation entre l'entreprise et ses clients et l'intérêt de la commercialisation du bien ou du service via Internet. Si on prend par exemple le cas, il y a des biens qui sont non digitalisables mais qui sont durables. Commander un meuble par exemple. Bien non digitalisable éphémère. On va commander des fruits et légumes, du chocolat. Bien digitalisables, mais qui sont éphémères. Une version d'un logiciel, un antivirus. Bien digitalisables, mais qui sont durables. On va télécharger un livre, un article, un film. Et bien sûr, il y a des services qui sont digitalisables, notamment un service de traduction en ligne, par exemple.
une consultation en ligne. Et enfin, il y a des services qui sont non digitalisables. On va réserver un billet d'avion. Donc finalement, il est très très important de déterminer le positionnement du produit ou du service qu'on va décider de vendre en ligne. Si je prends par exemple le cas les caractéristiques économiques des biens informationnels, ils peuvent être numérisés et donc codés sous une forme de 0 ou de 1. Un film, une photo, un article, un livre. Il est coûteux à produire, mais pas à reproduire. Économie du prototype. C'est pour ça d'ailleurs, il est facilement copiable. Sa création engendre un coût fixe, le plus souvent irrécupérable, mais ça c'est un élément qui caractérise justement les biens informationnels, c'est que ce n'est que lors de sa diffusion qu'il acquiert toute sa valeur économique. Plus il est partagé, plus il aura de valeur. Et bien sûr aussi c'est un bien d'expérience, c'est-à-dire que plus on va l'utiliser, mieux on va le maîtriser. C'est exactement le cas des applications mobiles actuellement. Et d'ailleurs actuellement, aux États-Unis, on est en train de vivre une certaine bulle aussi, comme la bulle Internet, une certaine bulle relative aux applications mobiles. Mais, sauf que dans ce marché justement du e-commerce, même si Internet avait promis une démocratisation de l'information et une démocratisation de l'économie, eh bien, la situation n'a jamais été aussi oligopolistique que sur Internet. Il y a seulement un seul Google, il y a un seul YouTube, il y a un seul Facebook. Donc vraiment, ce sont des sociétés qui se sont appropriées le marché. Donc la structure de marché est généralement très concentrée avec une frange concurrentielle dans certains cas. La structure des ventes obéit en règle générale à la logique du winner take all. Celui qui est le premier, il aura le rôle de leader et il doit le garder. Si on prend le cas, par exemple, du secteur de la téléphonie mobile et Internet, là, on est vraiment dans un festival de guerre entre sociétés. Un festival de brevets. C'est que finalement, celui qui maîtrise le marché, c'est celui qui détient le plus de brevets. Un brevet est une sorte d'abri antinucléaire. Si on prend le cas par exemple de Apple, là vous voyez les différents procès qu'il y a entre Apple, Samsung, Ericsson, Google, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des pure players ou bien des sociétés traditionnelles. Et enfin, donc, pour résumer un peu les grandes lignes d'une stratégie virtuelle, c'est que finalement, il y a 7 dimensions pour maîtriser un marché dans le commerce en ligne. Les 4 premiers aspects, technologie, marque, service et market, le marché. Donc finalement, ce sont les dimensions de positionnement. L'entreprise doit se positionner au niveau de la technologie, au niveau de la marque, au niveau du service à valeur ajoutée et au niveau du marché, c'est-à-dire essayer d'avoir une croissance soutenue. Mais ces 4 dimensions sont intimement liées à 3 autres dimensions. Ce sont les dimensions de liaison. C'est qu'il faut avoir d'abord du leadership, c'est-à-dire l'entreprise doit toujours avoir du leadership pour avoir le courage de virer en ligne. On prend le cas d'IBM, le cas de Ford. Aussi, le deuxième aspect lié à la liaison, c'est l'infrastructure. Donc il faut considérer l'infrastructure comme d'abord un élément stratégique, mais aussi comme élément de différenciation au niveau interne. Et enfin, il faut avoir un comportement d'une entreprise apprenante, c'est-à-dire avoir vraiment une culture qui va encourager notamment l'apprentissage. Et le meilleur cas, c'est Google. Dans la structure de Google même, on encourage l'intrapreneuriat, c'est-à-dire que les ingénieurs de Google vont avoir une journée par semaine, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, à condition d'apporter une innovation après quelques mois. D'ailleurs, la majorité des applications de Google étaient essentiellement faites par
des ingénieurs grâce à leurs initiatives uniques. Donc ça résume un peu, c'est pas nécessairement, cette diapositive va un peu conclure ma présentation, mais pour élaborer vraiment une stratégie business, on doit bien sûr suivre une démarche qui est rigoureuse relative à la stratégie, tout point barre. Donc merci pour votre attention. Donc, si vous avez des questions. Mesdames et messieurs, si vous avez des questions, vous pouvez les poser à Monsieur Rachem.